Eh bien, tout d'abord, Pierre, vraiment, sois le bienvenu dans cette maison que tu connais bien. À chacune et à chacun, soyez les bienvenus ici, dans ce tiers-lieu de l'Ermitage, et dans cette conférence qui s'inscrit dans ce cycle de conférences Acteurs de changement. Alors, Acteurs de changement qui est pensé sur comment être chacune et chacun, à notre échelle, mieux conscient de ce qui se passe au niveau global pour agir à notre niveau comme acteur de changement dans notamment des questions de transition écologique. Et en fait, on pense l'écologie au sens très large du terme, de l'écologie intégrale avec la justice sociale, la justice environnementale. Et ça nous paraissait important de ne pas passer à côté de ce sujet du conflit qui est à nos portes pour, voilà, pour monter en conscience dans mais en fait, qu'est-ce qui est en train de nous arriver et qu'est-ce que ça veut dire sur l'état de notre monde, de notre continent. Et Pierre a accepté de venir nous parler. Encore une fois, merci beaucoup à toi, Pierre. Et moi, pour t'avoir entendu sur quelques autres sujets, et je te laisserai te présenter après, pour si quelques personnes ne te connaissaient pas dans la salle, que tu puisses te présenter. Mais moi, ce qui m'intéressait aussi dans le fait de faire intervenir Pierre, c'est d'avoir une approche qui soit assez systémique, en fait, sur ce qui est en train de nous arriver. Et c'est-à-dire voilà, de se dire, en fait, ce qui est en train de se passer en Ukraine, c'est aussi le symptôme d'un système global qui est en tension, en souffrance, et voilà, à travers ce que tu vas pouvoir nous dire et ta conférence, qu'on puisse monter en conscience de qu'est-ce qui est en train de nous arriver, et à nous, comme éléments de ce système global, quel impact ça va avoir, et ça a déjà sur notre quotidien. Et une question qu'on te pose, et voilà, on va réfléchir ensemble à la réponse. Est-ce que nous, comme élément de ce système, on a un levier d'action, c'est des conférences acteurs de changement. Est-ce que sur quelque chose qui se passe là à nos portes, comment on peut agir? Est-ce qu'on peut agir? Voilà. Et donc, c'est sous cet angle-là que tu vas intervenir, Pierre. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup. Je te laisse te présenter. Et donc, on va avoir, pour ceux qui seraient peut-être moins habitués à ces conférences, on va écouter Pierre jusqu'à 21h30, donc pendant 1 heure. Et puis après, on aura un temps d'échange en groupe de 3 personnes. Pour vous qui êtes à distance, on vous mettra aussi en petits groupes à distance, voilà, pour pouvoir échanger et se dire ce qu'on retient de ce qu'on a entendu, peut-être quelles sont nos questions. Et puis on aura un temps de questions-réponses avec Pierre et on vise une fin de soirée à 22h15 au plus tard. Je ne te prends pas plus de temps, je te laisse la parole. Écoute, bonne soirée à chacun. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir également à tous ceux qui, à travers la France et le monde, sont reliés à l'Ermitage. J'ai écouté toutes tes questions qui sont très importantes. Alors, me présenter. Je suis le consultant défense et géopolitique de TF1 et LCI depuis le premier jour de la guerre. Auparavant, j'ai fait ça pour France Télévisions pendant 20 ans. Et donc, le premier jour de la guerre, j'ai changé de maison pour rejoindre donc le groupe TF1 LCI, mais j'interviens aussi sur toutes les stations de Radio France. France Inter, France Info, France Culture, RFI, etc. Et je suis aussi consultant défense du Parisien. Et j'interviens également dans la presse quotidienne régionale. Alors pourquoi tant de collaboration? C'est parce qu'en fait, on n'est pas tellement nombreux à connaître ces sujets-là. Ce sont des sujets que je traite depuis, on va dire, 45 ans. Je suis un ancien journaliste de La Croix et du Monde. J'ai été aussi après en cabinet ministériel à la Défense. Comme journaliste, j'ai couvert la guerre du Liban dans les années 80, la première guerre du Golfe 91. Après, au cabinet du ministre de la Défense, j'ai mangé beaucoup de Bosnie-Herzégovine. J'y suis reparti après comme officier. Je suis colonel de réserve, je suis un ORSEM,
officier de réserve spécialiste d'état-major. Donc, j'ai servi dans les Balkans, Bosnie-Herzégovine, guerre du Kosovo, l'Afghanistan, l'Afrique également, Côte d'Ivoire, Togo, Mali. Donc, je connais un peu ce sujet de la guerre, et c'est peut-être pour ça que je fais partie, alors je vais faire un petit coup de, voilà, c'est comme ça, mais c'est la réalité, je fais partie des 4-5 personnes qui, au début de l'année, ont expliqué qu'on allait à la guerre et que Poutine voulait la guerre. C'est un lien avec le fait de connaître la guerre, de savoir quels sont les mécanismes, et d'avoir identifié chez Poutine, depuis déjà un certain temps, le fait d'être entré dans un processus de guerre, une forme de très grande désinhibition par rapport à la violence suprême, qui est quelque chose qui nous choque énormément, puisque nous avons la chance de vivre en France, de vivre au sein de l'Union européenne, et l'Union européenne a été bâtie par les grands pères fondateurs pour tenter d'éliminer du paysage européen les germes de guerre et de nationalisme qui avaient créé 2 guerres mondiales et qui avaient conduit notamment la France et l'Allemagne à réciproquement se massacrer leur jeunesse. Donc c'est dire que nous, dans les démocraties européennes notamment, le rapport à la guerre est quelque chose de très très compliqué. C'est compliqué en soi, hein, mais ça l'est encore plus puisque on a construit un modèle qui est un modèle de civilisation où on règle les conflits par la discussion, par la négociation, et qu'au sein de l'Union européenne, les 2 anciens ennemis qui se sont entretués, français et allemands, ce sont 2 pivots très importants de l'Union européenne. Donc quand cet ensemble qui a été construit sur la paix télescope tout d'un coup la violence, la guerre, les massacres, les exactions, il y a un effet de sidération qu'on a déjà connu avec l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, Vukovar, les purifications ethniques, la Bosnie-Herzégovine, les crimes les crimes de guerre à Srebrenica. À l'époque, j'étais au cabinet du ministre de la Défense, donc je connais tout ça très bien. Voilà. Et là, alors là, on est dans un degré très, 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 très haut, puisque la guerre est faite par la Russie, qui est l'un des 5 grands. Alors, il faut savoir que théoriquement, les 5 grands ont été conçus, donc les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, comme des puissances issues de la Deuxième Guerre mondiale et destinées à essayer plutôt de réguler, d'aider à la régulation des conflits dans le monde par la paix et le droit, ce qui n'est pas exactement le cas de figure dans lequel on se trouve, ce qui fait que je pense que d'une certaine façon, cette structure-là de paix est morte. Voilà. On ne peut pas avoir dans un conseil de sécurité à 5 un pays totalitaire qui s'appelle la Chine et un pays prédateur qui s'appelle la Russie et qui depuis des années et des années s'assied sur le droit international pour mener à bien ces menées de guerre. Bon. Alors je vais essayer de répondre à ton interpellation sur structurellement comment tout ça s'est emmanché pour arriver au drame ukrainien qui n'est pas un truc tout d'un coup qui tombe du ciel. Là aussi, sans pudeur, ceux qui ont envie d'aller plus loin et de comprendre, je les invite évidemment à lire les livres que j'ai écrits ces dernières années pour essayer d'expliquer tous ces mécanismes dont tout le monde se foutait en gros, parce que c'était quand même pas très glamour de s'intéresser à la guerre, notamment Extension du domaine de la guerre et 50 nuances de guerre. Voilà. Déjà, dès qu'il y a le mot guerre, si vous voulez, c'est pas très fun. Voilà. Enfin, c'est la réalité, ça permet de comprendre un certain nombre de choses. Ceux qui ont envie d'aller plus loin sur Poutine notamment, et la dérive poutinienne, il faut lire le livre de Michel Elchaninov, qui s'appelle Dans la tête de Poutine, qui est sorti en 2015 de mémoire, qui est à mon sens un des meilleurs livres pour comprendre ce que vous avez aujourd'hui dans la tête de Vladimir Poutine. Alors, je pense que vous êtes tous des inconscients d'être venus ce soir m'écouter, parce que je vais vous plomber la soirée profondément. En tant que chrétien, bien évidemment, je garde l'espérance au cœur. Hein, pas de désespérance, mais nous sommes rentrés dans une phase de l'histoire. Nous sommes rentrés dans une phase de l'histoire qui ne ressemblera pas du tout à celle qu'on vient de quitter. Je ne sais pas exactement où on va, mais ça ne sera plus du tout comme avant. On le disait déjà avec le Covid, également sous l'angle des enjeux climatiques, etc. Là, c'est radical. Nous n'avons pas encore une guerre mondiale, mais nous avons une guerre mondialisée. C'est-à-dire que les répercussions
cette guerre de deux pays sont mondialisées. Vous allez avoir des émeutes de la faim en Égypte, dans les pays africains, etc. C'est l'ensemble, tu parlais de système, c'est l'ensemble du système économique de la mondialisation que nous avons connu qui va se déstructurer. Et plutôt pour aller vers des tensions et des confrontations. D'une certaine façon, c'est un peu la civilisation qui se détricote. Et c'est une promotion de ceux qui veulent en découdre par rapport à ceux qui veulent coudre de la relation. Avant de rentrer vraiment dans la matière, en trois points, on ne se refait pas. Je mettrai en exergue de mon propos deux phrases. La première, c'est une phrase du marxiste italien Gramsci. Alors, ce n'est pas, si vous voulez, mon livre de chevet, mais il a dit quelque chose d'assez intéressant dans les années 30, phrase qui m'a beaucoup frappé. Il a écrit, donc dans les années 30, vous voyez la montée des totalitarismes, les démocraties françaises, anglaises qui patinent un peu dans la semoule. Voilà, donc dans cet entre-deux, la crise de 29, avec toutes les déstabilisations derrière la crise de 29, Gramsci écrit cette phrase absolument incroyable. Le monde d'hier a disparu, le monde de demain n'est pas encore advenu. Dans le clair-obscur de l'entre-deux, les monstres sont lâchés. Nous sommes là-dedans. Nous sommes là-dedans. La deuxième phrase que je mettrai en exergue, et qui, elle, à mon sens, exprime une partie de ce que pense Poutine, et je vous dis, ce que je vous dis là, ce n'est pas une conclusion de ces dernières semaines, c'est 15 ans de travail et au moins 3 livres, pas consacrés qu'à Poutine, mais consacrés à tous ces mouvements dont je vais essayer de vous parler pour vous faire comprendre pourquoi on en arrive là aujourd'hui. C'est une phrase d'un maréchal prussien qui s'appelle von Moltke, qui est le maréchal prussien qui, en 1866, a écrasé l'Autriche à Sadova, et en 1870, a battu la France à Sedan. Ce qui est intéressant, c'est que Moltke dit la chose suivante. Il dit « La paix éternelle n'existe pas. La paix éternelle est un rêve. Et c'est un mauvais rêve. La guerre est un don de Dieu. La guerre est un don de Dieu parce qu'elle permet au peuple d'éprouver en eux-mêmes le meilleur de leur qualité. Sans la guerre, les peuples s'adonneraient au matérialisme. Sans la guerre, les peuples s'adonneraient au matérialisme. C'est extrêmement intéressant comme formulation. C'est le genre de choses, là, vous qui m'écoutez, qui me suivez, vous tombez de l'armoire. Pouvoir dire que la guerre est un don de Dieu, mais parmi vous, ceux qui connaissent un peu ces questions, vous savez que les Prussiens sont allés jusqu'au bout de cette logique, puisque toutes les boucles de ceinturon de l'armée prussienne puis allemande portent Gott mit uns. C'est pas pour rien. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dans ce sens-là, je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi je pense que c'est exactement ce que Poutine a en tête. Et c'est pour ça que nous sommes totalement déconcertés. C'est pour ça que, avec quelques camarades sur quelques plateaux, quelques journalistes de la presse écrite, nous avons expliqué assez tôt, un ancien ambassadeur aussi, Andréani, qui a fait un très bon papier. Moi, c'est dans l'ère du 11 janvier où j'explique pourquoi on va à la guerre. 95% des observateurs, des diplomates, des responsables de services de renseignement européens
les Américains, vous vous rappelez, étaient dans une autre posture, disaient non, il n'y aura pas la guerre. Ce qui m'a beaucoup frappé en discutant avec eux, puis par la suite, à travers certains témoignages, il y avait des éléments rationnels pour dire non, il ne va pas aller à la guerre. Quand on voit le bordel dans lequel on est, en dehors des morts, vous pouvez dire non, il ne va pas aller jusque-là. Mais en fait, la plupart du temps, le refus de voir ce qui allait se passer, c'est la peur de la guerre. Alors, je ne dirais pas que je n'en ai pas peur, mais je la connais. Et donc, je n'ai pas du tout le même degré de blocage par rapport au fait de savoir que des hommes sont capables de se faire la guerre et d'aller se massacrer. Alors, cette mise en bouche, si je puis dire, est en fait, dans un premier temps, je vais essayer de regarder avec vous une caractéristique du monde dans lequel nous vivons depuis le début de ce siècle. J'irai assez vite sur cette partie, et c'est un monde à surprise stratégique. Mais ce n'est pas les gâteaux surprises ou les surprises des gosses. Donc, surprise stratégique, ça veut dire que vous avez toute une série d'événements dont certains ont pu nous passer derrière la tête ces dernières années, mais notamment depuis le 11 septembre 2001, qui constituent des surprises au sens où tout le monde a été surpris, les politiques, les journalistes, les responsables militaires, les universitaires, etc. Et stratégique, pourquoi ? Parce que l'onde de choc qu'il y a derrière ces surprises sont des ondes de choc durables, qui ébranlent notre monde. Si tu arrives à me trouver de l'eau, parce que je consomme une bouteille à l'heure. C'est mon rythme. Ça coûte moins cher que le diesel. Donc, juste pour vous remettre en perspective, de voir un peu toute une série d'événements complètement stupéfiants et qui sont venus ébranler notre monde et qui, entre parenthèses, posent des défis considérables pour les responsables politiques, les diplomates, les militaires, parce que tous les 4 matins, vous avez un événement majeur qui vous tombe sur le coin du nez. Donc, nous avons un début de siècle à surprise stratégique. Le deuxième point, j'essaierai de vous expliquer pourquoi, depuis peut-être une vingtaine d'années, la civilisation se déconstruit et le tribalisme revient en force. Tribal, tribu, tribalisme. Voilà. Et que ce tribalisme est favorisé par l'émergence de personnages que j'appelle des personnages messianiques autoproclamés. Ce n'est pas le Christ. Personnage messianique autoproclamé. Xi Jinping en Chine, Poutine, Erdogan, Mohammed Ben Salman, Trump, etc., etc. C'est le deuxième point. Et on verra dans ce deuxième point que ce qui est détricoté, ce sont les structures de concertation et de dialogue qui font civilisation. En revanche, toutes les postures agressives, d'hystérisation des débats, de diabolisation de l'autre, différentes façons de faire la guerre, ce que j'appelle les nuances de guerre, sans nécessairement attaquer l'autre militairement, ce que les Russes sont en train de faire. Tout ça, ce sont des évolutions structurelles, de fond, depuis longtemps. Donc, ce qui arrive là, encore une fois, ce n'est pas un accident, ce n'est pas Poutine, tout d'un coup, le matin, qui s'est réveillé. On est vraiment dans cela. Et pour intervenir depuis, je pense, maintenant peut-être 13, 14 ou 15 ans dans retraiter sa vie tous les ans sur un module qui s'intitule Les chrétiens face aux défis du monde, je ne cesse depuis 15 ans de raconter ça. Ce que j'appelle aussi une envie de barbarie, etc. Je reviendrai là-dessus. Troisième point, j'aborderai l'Ukraine rapidement, dire où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on peut aller, et puis surtout, j'aurais du mal à répondre à tes questions, mais montrer tous les défis qu'on a devant nous. Et il y en a quand même un paquet. Et à la question, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans, en dehors de prier, ce qui est pas mal, je ne sais pas trop. On va discuter, puis les groupes seront... L'Esprit Saint va fonctionner, donc ça permettra des remontées intéressantes, et je ne sais pas si j'aurai des réponses à donner, mais voilà. Mais sinon, en dehors de ça, il y a des moments où il faut dire au Seigneur, bon là, tu as intérêt à aller au charbon, parce que
on est quand même un petit peu démunis. Alors, rapidement, 11 septembre 2001, les Américains, à ce moment-là, vivent avec un concept militaire qui est zéro mort militaire en opération. Les Américains ne veulent pas perdre de soldats en opération de guerre. Ils ont été traumatisés par différents conflits, notamment la Somalie, la chute du Faucon Noir. Pour ceux qui sont cinéphiles, vous avez des Rangers qui ont été tués par des miliciens en Somalie, etc. Les Américains ont été traumatisés par ça. Donc le concept militaire à l'époque des Américains, c'est on fait des frappes aériennes éventuellement, hein, j'ai vu ça en Bosnie notamment, mais on ne met pas de gars au sol parce qu'on ne veut pas de morts. Et c'est ce pays qui prend, entre guillemets, 3500, 4000 morts civils, un peu militaires et pompiers, en centre-ville. Et nos amis américains, en dehors de Pearl Harbor, n'ont jamais été frappés chez eux. Nous, la mort, on sait ce que c'est. Tous nos villages, toutes nos villes, on a des cimetières, on a des monuments aux morts partout. Toutes nos familles portent des mémoires de morts issus de la guerre. Les Américains, en dehors de la guerre de sécession qui a été effroyable, mais ils n'ont jamais été envahis, n'ont jamais été occupés. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'évidemment, faut bien voir que quand vous vivez dans un monde de gentils bisounours, et puis tout d'un coup, vous prenez un événement aussi tragique, les marins disent on passe sur la tranche. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Bush Junior a eu qu'une idée, c'est d'envahir l'Irak, qu'il n'avait strictement aucune responsabilité dans les attentats de 2001, puisque c'était plutôt des kamikazes saoudiens qui se trouvaient dedans. La surprise, c'est quoi? La surprise, c'est qu'un groupe terroriste s'appelle Al-Qaïda est capable de monter une opération militaire avec des vecteurs civils en centre-ville et que les Américains, première puissance du monde, 17 agences de renseignement, étaient parfaitement incapables de faire face à cet événement-là. Et derrière cette surprise, il y en a eu une autre, c'est l'invasion de l'Irak. Et c'est une situation en Irak, et je dirais plus largement en Mésopotamie, avec l'émergence notamment de Daesh, dont on n'a pas fini de payer le prix. Cette onde de choc avec la déstabilisation de l'invasion de 2003 des Américains en Irak, on en paye encore les conséquences aujourd'hui. Ça n'est pas terminé. Rapidement, rappelez-vous les printemps arabes. Ben Ali, Moubarak, Kadhafi qui est tué et émasculé dans une buse d'évacuation des eaux. Vous auriez interrogé le moindre diplomate 15 jours avant, impossible. Voilà. Alors, dans un premier temps, plutôt espoir sur les printemps arabes, puis rapidement, cet espoir a tourné au cauchemar, mais là aussi, événement majeur, inattendu. Voilà. L'émergence de Daesh, donc l'État islamique en Irak et au Levant, puisque c'est son nom complet. En 2013, Barack Obama, président américain, est interrogé par des journalistes qui lui disent voilà, on voit en Syrie, en Irak, un nouveau groupe djihado-terroriste qui s'appelle Daesh. Est-ce qu'il est beaucoup plus radical que Al-Qaïda? Qu'est-ce que vous en pensez? Barack Obama répond bon, écoutez, dans la gamme des groupes terroristes, c'est l'équivalent d'une petite équipe de série B de football américain. Alors, cette petite équipe de série B de football américain terroriste, l'année suivante, prenait la ville de Mossoul, avec 450 millions de dollars et de devises et d'or dans les banques de Mossoul, plus tout le matériel militaire neuf que les Américains avaient donné aux Irakiens. Donc, vous voyez, là aussi, Barack Obama, théoriquement bien informé, il ne voit pas arriver le truc. Rapidement derrière, l'élection de Trump. Tous mes amis spécialistes des États-Unis m'ont tous dit c'est impossible que Trump est élu. Vous savez que Trump, avant d'être élu, ses seules connaissances en matière de relations internationales, c'était le fait qu'il se tapait toutes les Miss Univers, Nicaragua, Cuba, qui passaient. Donc voilà, c'était ça son degré de connaissance des relations internationales. Obama s'est moqué publiquement une fois de lui. Ce type a été président pendant 5 ans et a gouverné la première puissance mondiale à coups de tweets. À tel point qu'on considérait au bout d'un moment que dans son entourage, il y avait les enfants et les adultes. Donc les enfants, c'est ceux qui étaient alignés sur Trump, et les adultes, c'était les derniers conseillers qui essayaient de mettre un peu de rationalité. Et là-dedans, à la fin, il n'en est resté pratiquement personne. Et ça s'est terminé sur quoi? Sur une surprise incroyable. Je connais assez bien les États-Unis, la conquête du Capitole par la force.
Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent bien les Américains, les symboles, l'attachement à la Constitution, machin, etc., le serment de la République, la main sur la poitrine. Ces scènes sont hallucinantes. Il y aurait eu un roman inventant ça, on aurait dit au romancier, bon, vraiment, ça s'est passé. Le Brexit, pas une seconde, Cameron a pensé que le Brexit serait voté. Il était persuadé qu'il se ferait un petit vote pour se reconstituer de réadhésion à l'Union européenne. Le Brexit arrive. Je vais rapidement sur les derniers événements. Moi qui suis un ancien officier ayant servi en Afghanistan, l'Afghanistan l'été dernier. Les endroits où j'ai servi, je les ai vus tomber les uns derrière les autres. Ce qui s'est passé l'été dernier, c'est-à-dire la déconfiture américaine, la reprise par les talibans de ce territoire, c'est hallucinant. On a formé pendant des années et des années une nouvelle armée afghane, etc. Tout ça n'a servi à rien. Quant à nos amis américains, ils ont eu l'idée géniale, si vous voulez, pour désengager leurs forces, alors qu'ils étaient en partenariat avec d'autres pays. Ils ont fait un truc qu'il ne faut jamais faire, ils ont désengagé d'abord les militaires et après les civils. Bon, donc d'où ce qui s'est passé cet été. Et l'Ukraine, voilà, c'est-à-dire qu'en Europe, nous avons le retour de guerres de haute intensité. C'est plus des guerres contre le terrorisme, etc. C'est le retour de guerres de haute intensité qui met en ligne tout ce qui existe dans une armée, de la Rangers aux lance-roquettes multiples, aux drones armés, à l'artillerie, aux missiles de croisière, aux bombardements, plus les exactions, plus les massacres, etc. Et c'est le retour, pensez à Mariupol, des images de 44-45, des villes allemandes complètement détruites, etc. Donc ça fait quand même un paquet de surprises qu'on s'est prises sur ces 20 ans, ces 20 premières années. Donc ça ne va pas sans d'abord poser d'énormes problèmes à ceux qui sont en responsabilité, hein, les responsables politiques, les militaires, les diplomates, etc. Et puis les observateurs. Et moi qui suis à la fois un peu acteur et beaucoup observateur, donc difficulté pour arriver à comprendre ce monde en pleine évolution, en plein craquement. J'ai passé la grande crise financière puis économique 2007-2008, le terrorisme, les attaques terroristes en France, le Bataclan, etc. etc. Donc quand même un paquet d'événements très importants. Donc tout ça ébranle, tout ça fracture notre monde, le déstabilise. Mon deuxième point, c'est que nous avons, depuis plusieurs années maintenant, compte tenu de ces chocs, compte tenu des peurs identitaires, qui suis-je? C'est quoi mon identité nationale? Dans quels sont mes enracinements? La montée aussi, je trouve, dans la société d'une façon générale, la montée de la violence, un discours violent sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, même dans des discussions de famille. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a eu un épisode assez dur et même un peu violent en Catalogne, où il y a eu un référendum non autorisé par Madrid d'indépendance, etc. J'ai un chapitre dans un de mes livres, j'ai travaillé là-dessus. Dans des familles qui étaient déchirées entre les pro-Espagne et les pro-indépendance, entre frères et sœurs ou entre beaux-frères, belles-sœurs, cousins, on s'envoyait des SMS en disant je vais envoyer une équipe pour te violer. Et l'autre, moi je vais envoyer mes copains pour te décapiter. Je ne raconte pas des cracks. Et ça, c'est important parce que ça fait penser à ce que Freud disait. Freud définissait le début de la civilisation comme le fait que les premiers pas de la civilisation, c'est quand les hommes, au lieu de s'envoyer des pierres à la figure, se sont envoyés des insultes. C'est-à-dire que c'est une dématérialisation de la violence. Donc c'est un pas positif. Parce qu'on peut espérer que derrière l'échange d'insultes, il y aura peut-être un échange tout court. Vous voyez la progression. Là, nous sommes dans un mouvement régressif. On insulte d'abord, on balancera les pierres après. C'est ce que Poutine fait par rapport à l'Ukraine
depuis très très longtemps. Pourquoi est-ce que je parle de tribalisation, de tribu? Nous, les êtres humains, regardez, sans être trop trivial, mais si on prend chacun d'entre nous, n'importe quel être humain, et en slip, on le balance dans une forêt. Nous sommes l'animal le plus nul, le moins doté de toute la nature. On va avoir froid tout de suite, on n'a pas d'ongles pour monter aux arbres, on ne peut pas voler, on ne peut pas nager sous l'eau. On est nul. On est nul. Le seul truc qu'on a, c'est ça. Donc, vous imaginez nos lointains ancêtres, là aussi, pardonnez-moi, c'est un peu mon côté militaire, qui, avec leurs bites et leurs couteaux, les femmes étant rangées dans comment dirais-je, un rôle social particulier, eh bien, avaient à se démerder avec les mammouths. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça n'a pas dû être simple et ça a développé en l'être humain le cerveau reptilien, c'est-à-dire une structure de défense, d'agressivité, de violence pour survivre. Et la nécessité de constituer des groupes, des tribus, des clans protecteurs, dont la caractéristique était surtout le fait de rassembler les mêmes. Car dans les mêmes se trouvait la protection. L'étranger, le différent, était une menace, vous voyez, spontanément. D'ailleurs, on le voit bien. Nous pouvons, nous, aujourd'hui, avoir des réflexes de rejet ou de peur avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on va identifier comme menaçant par son apparence. Et ce qui peut changer les choses, c'est la langue, le fait de parler. À ce moment-là, on va pouvoir passer là-dessus. Mais à ces époques lointaines, on se foutait, les différentes tribus se foutaient sur la gueule, piquaient les femmes de l'autre clan, bouffaient éventuellement les hommes. Voilà, on s'est construit comme ça. Et puis, progressivement, on a commencé, nos ancêtres, à construire de la civilisation. J'en ai touché, ça m'a énormément ému, puisque j'ai touché dans mes doigts une parcelle de civilisation datant de 4000 ans avant Jésus-Christ. J'étais en Syrie, avant la guerre, et j'ai eu la chance d'aller dans un champ de fouilles archéologiques. Et les archéologues venaient de trouver une bibliothèque de tablettes à écriture cunéiforme, moins 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc, en fait, ils étaient dans un très très vaste champ de fouilles, ils étaient tombés sur l'équivalent de l'hôtel de ville. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais dans cet hôtel de ville de moins de 4000 ans avant Jésus-Christ, il y avait des rangées de bibliothèques en bois qui n'existaient plus, et dedans étaient rangés tous les contrats privés passés entre des éleveurs, des agriculteurs, etc. Donc, c'était écrit et c'était rangé de façon à ce que la puissance publique de l'époque puisse faire droit à chacun, etc. Et là, l'archéologue me met dans les mains une tablette, c'est tout petit. Et malheureusement, c'est tout petit parce que, si vous voulez, après l'invasion de l'Irak, on en a trouvé partout dans le monde, vendu en contrebande. Ça vaut entre 7 et 10 000 euros, une tablette. Et donc, c'est tout petit. Et donc, c'est écrit dessus. Et là, l'archéologue me le traduit. C'était un contrat d'eau entre un propriétaire terrien qui avait une source et un agriculteur qui avait besoin de la source pour son bétail. Et il y avait un échange de services, agriculteurs fournissant tant de têtes de bétail, etc. Et c'était extraordinaire. Pourquoi? Parce que ces deux gars-là qui venaient de faire contrat, il est possible que leurs familles, pendant des siècles avant, se sont entretuées pour le contrôle de l'eau. Et là, au lieu de s'entretuer, ils passaient accord. Vous voyez la force du droit. Mais la force du droit, elle passe par la reconnaissance de l'altérité. L'autre, un autre moi-même. Sinon, l'autre, je le tue pour prendre ce qu'il a. La civilisation, ça commence comme ça. Vous voyez? Et c'est toujours à bâtir. Et ce qui fait civilisation, c'est toutes les structures internationales de dialogue. ONU, OMS, OMC, UNESCO, Union européenne, etc., etc. C'est fait pour gérer les tensions, les difficultés dans
dans un endroit où elle va pouvoir déboucher par le haut au lieu de s'entretuer comme on l'a fait tant de fois par le passé. Tout ça est en train de se disloquer depuis longtemps par l'envie d'en découdre, parce que le tribalisme, cette volonté de repli sur mon groupe identitaire, parce que j'ai peur, parce que je ne sais pas à quelle entité j'appartiens, parce que je ne sais pas où sont mes racines, parce que tout ce qui se passe, les crises économiques, le terrorisme, la guerre, les menaces, etc., tout ça me fragilise, et donc je vais avoir envie, surtout s'il y a un leader qui dit « mais tu as bien raison d'avoir peur, parce qu'en fait, cette peur est due à tel personnage ou à tel groupe, etc. Donc, replie-toi sur ta base clanique, et moi je vais te dire America First, c'est-à-dire mon peuple first, etc. » Et on commence à rentrer là-dedans. Un élément qui, pour moi, explique ce mouvement de dislocation, c'est une autre phrase, plus ancienne, 1970, enfin plus ancienne, non, elle n'est pas plus ancienne que les autres, mais qui est assez ancienne, 1970, un politologue canadien qui s'appelle McLuhan. Ceux qui ont fait un peu de sciences politiques connaissent McLuhan. 1970, il écrit ça. Quand le tam-tam de la mondialisation résonne, les tribus reviennent, ou les tribus rappliquent. Quand le tam-tam de la mondialisation résonne, les tribus rappliquent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne s'agit pas de critiquer la mondialisation, etc. Il y a bien des choses positives là-dedans. Ce que pointe McLuhan, c'est que nous, en tant qu'individus, nous avons besoin de savoir à quel espace on appartient. Ceux d'entre vous qui ont des petits-enfants, c'est quelque chose qui me frappe toujours avec les miens, pratiquement le premier truc qu'ils font en arrivant à la maison, ils vont sur les albums photos de famille, des mariages, avec des grandes interrogations, notamment parce qu'ils n'existent pas. Les albums de mariage de leurs parents, ils ne sont pas là. C'est une grande interrogation chez les plus jeunes. Et donc, discussion derrière, ça s'est répété il n'y a pas longtemps, notamment avec une de mes petites filles qui a 5 ans. Et on rentrait là-dedans sur qui était né avant, après, etc. Et finalement, elle me posait la question, mais est-ce que Jésus est né avant Dieu? Je vous livre l'interrogation. Mais qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'en fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Alors, au début, je me suis dit, il y a une curiosité, ça les amuse de voir leurs parents plus jeunes, etc. En fait, je crois quelque chose de beaucoup plus profond. D'abord, ils me sidèrent parce qu'ils connaissent tout le monde. On leur a expliqué une fois il y a plein de personnes dans les albums. Oui, les albums qu'on a aujourd'hui modernes, qui sont vachement mieux que ce qu'on avait avant, parce qu'ils sont imprimés, ils sont très beaux, on peut les manipuler et tout. Ils connaissent tout le monde. Et ils sont situés, eux, dedans. Et ça leur donne beaucoup d'assurance. Ils peuvent se projeter loin parce qu'ils savent d'où ils viennent. Donc, c'est une sécurité. Quand vous avez des peuples qui se sentent impactés par différentes choses, parce que je viens de décrire, et qui ne savent pas exactement à quelle lignée ils appartiennent, à quel endroit. Alors, ce n'est pas pour vendre du nationalisme, ce n'est pas du tout mon propos. C'est qu'en tout cas, ce monde déstabilisé, et surtout ce monde sans frontières, Internet, Skype, ce qu'on fait en ce moment, c'est absolument formidable. C'est tout à fait remarquable. Pendant le Covid, on a largement utilisé tout ça. Mais ces espaces-là créent aussi un sentiment de vertige. Si je suis dans un tout, j'appartiens à quoi? Vous voyez la difficulté de l'articulation qui est qu'on peut, à mon sens, se projeter loin quand on est solidement raciné. Si je prends mon cas personnel, je suis un grand patriote et je suis un grand amoureux de la France. Et je suis un pro-européen farouche. L'Union européenne est un bien infiniment précieux. Je n'ai aucune difficulté à me projeter dans une entité européenne avec toutes les limites et difficultés qu'elle peut avoir, parce que je suis très solidement enraciné là où je suis. En revanche, si pour différentes raisons, les personnes ne sont pas enracinées, elles flottent et elles vont avoir besoin de réassurance et de discours de réassurance qui sont vendus dans les périodes troubles par les personnages que j'appelle les personnages messianiques autoproclamés. Xi Jinping, alors ce n'est pas le doigt de Dieu, mais c'est le doigt de Mao, Poutine, Erdogan, Bolsonaro,
Mohamed Ben Salman, vous en avez des palanqués. Ce qui est très frappant chez ces personnages-là, et c'est très vrai pour Poutine, c'est qu'ils estiment qu'ils sont touchés par un doigt quasi divin pour une opération de restauration tribale. Restauration tribale, c'est comme ça que je l'appelle. Restauration tribale. Et souvent aussi, c'est une visée de restauration d'un âge d'or, souvent tout à fait fantasmagorique, mais en tout cas d'un âge d'or. Pour Poutine, la Russie soviétique, mais même plus que ça, l'empire tsariste. Vous ne pouvez pas décorréler ce qui se passe en ce moment par rapport à la mer Noire, etc., sans remonter à la Grande Catherine, à la guerre de Crimée que nous, Français, nous avons fait avec les Turcs, les Anglais et les Italiens contre les Russes en 1854, etc., etc., etc. Et Xi Jinping, c'est aussi une volonté de restauration de la Chine, profondément humiliée au XIXe siècle, et donc c'est une volonté hégémonique, tribale, extrêmement puissante, et c'est un retour à des ressorts nationalistes très puissants qui passent également par des réécritures de l'histoire. Extrêmement frappant, vous trouvez ça dans mes livres, pas seulement dans les miens, mais notamment dans les miens. On réécrit l'histoire pour que la tribu y trouve des vertus inaltérables qui n'ont rien à voir avec la complexité de la vie et de l'histoire. Donc on purge ce qui est pas bien dans le tableau et on reconstruit une histoire fantasmagorique, mais qui va donner un récit pour galvaniser, pour souder, pour rassurer. Regardez les dernières déclarations de Poutine il y a 15 jours sur la purification. Quand vous entendez le mot purification de la société russe, c'est très, très, très inquiétant parce que c'est un processus, comment dirais-je, d'élimination de la meute, de la tribu, des éléments considérés comme halogènes et perturbateurs de la cohérence et de la pureté du groupe. Poutine est dans cette dynamique. Alors, ça donne un monde très fragmenté où les instances de coordination, de concertation ont du mal à travailler, à faire leur boulot, où il y a une part d'irrationnel très grande. Je vous donnerai un exemple très, très concret pour vous le faire comprendre, ce qui rend difficile le travail des diplomates. Les diplomates, si vous voulez, ils mettent sur la table les différends et le point de départ, c'est qu'il faut que toutes les parties soient d'accord au moins sur la désignation du différend. Et si par hasard, chère madame, vous voulez absolument cette tulipe jaune, moi aussi, et moi je vais dire que c'est une rose verte. Bah, si vous voulez, ça va être compliqué d'arriver à se mettre d'accord parce qu'on ne se met pas d'accord déjà sur la nature du différent, sur la matérialité du différent. Et tout ce qu'on appelle fake news, réalité parallèle, etc., ça a pris une place considérable. Donc très souvent, les diplomates ont les bras qui tombent parce que l'irrationnel est extrêmement présent. Je vais vous donner un exemple très, très concret pour que vous puissiez vraiment comprendre. 2003, vous en souvenez, Bush crée un mensonge d'État, à savoir l'existence d'armes de destruction massive en Irak pour envahir l'Irak. Avant que ça se passe, Jacques Chirac, qui est à l'Élysée, et qui a une particularité, c'est que c'est un ancien officier ayant commandé au feu en Algérie. Il a une expérience militaire. Il sait ce que c'est que la guerre. Il sait ce que c'est que des morts. J'ai vu des morts, j'ai vu des morts, il sait ce que c'est. Donc, il va déployer une énorme énergie pour convaincre Bush Junior de ne pas faire cette invasion complètement stupide sur un prétexte totalement bidon, les armes de destruction massive, etc. Donc, il va déployer énormément d'énergie pour le faire. Vous vous rappelez sans doute, ça a créé des tensions extrêmement fortes entre les États-Unis et la France, les Français étant traités de couards, de lâches, etc., parce que les Américains étaient totalement traumatisés par leur affaire du 11 septembre. Je connaissais bien Jacques Chirac, je connaissais plusieurs de ses conseillers diplomatiques, notamment un qui était un de mes amis, et que je voyais régulièrement à son retour de négociation pour
comme je le fais avec toutes les personnes qui sont impliquées dans ces dossiers chauds, qu'ils soient politiques, diplomatiques, militaires ou universitaires en termes d'analyse. Et je discute avec lui au retour des États-Unis, et il était complètement abattu. Et il me dit, la prochaine fois, il faut que j'y aille avec un marabout. Je dis, ah bon, marabout? Il dit, oui, je me trouve face à Condoleezza Rice, Rumsfeld, etc., enfin tout le clan des faucons, et j'argumente avec eux. J'allais en disant, mais attends, il n'y a pas d'armes de destruction massive, il n'y a pas d'Irakiens dans les avions du 11 septembre, George Bush, père, après l'invasion du Koweït, s'est bien empêché d'aller à Bagdad pour ne pas faire péter la boîte de Pandore irakienne, tous les arguments, etc. Et là, mes interlocuteurs américains, me dit-il, me regardent en me disant Maurice, on voit bien ta sincérité, mais tu n'as rien compris. Le 11 septembre est une punition de Dieu. Le 11 septembre est une punition de Dieu parce que nous, Américains, nous avons perdu de vue notre mission messianique. Il y a 2 États dans le monde, continue-t-il, qui ont une mission messianique. Israël et nous. Et Israël n'a jamais été, enfin, il y a eu des guerres, etc., mais Israël n'a jamais été frappé comme nous l'avons été, parce que Israël tient sa mission messianique. Nous avons été punis parce que nous avons oublié notre mission messianique de développement de la liberté, de la démocratie, du modèle occidental à travers le monde. Vous voyez, donc, qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Qu'est-ce que Macron a essayé de dire pendant 5 heures à Poutine quand il est allé le voir? Le dialogue qu'il a eu avec Poutine était de même nature. De même nature. Et ça fait ma transition avec la 3e partie. Pourquoi ça a été de même nature? Rappelez-vous la conférence de presse, Macron, on est avant la guerre, espèce d'opération de dernière chance, sachant que les Russes ont déjà installé tout leur système offensif de la Biélorussie au sud, au Donbass, avec ce discours tout à fait dans la tradition soviétique, mais pas du tout, on n'est pas agressif, on ne prépare pas la guerre. Poutine a pris la décision d'entrer en guerre à la fin de l'année dernière. Et à un moment, Poutine dit « Le président Macron m'a torturé pendant 5 heures. » Il dit « mi-figue, mi-raisin ». C'est un verbatim que je vous dis là, hein, ce n'est pas du Pierre Servant. Le président Macron m'a torturé pendant 5 heures. C'est intéressant parce que très peu de personnes ont relevé cette phrase qui était un peu dans le flot de la conversation et qui pouvait paraître voyez, banal, parce que, sauf que quand on suivait ce que j'ai fait intégralement, les 2 conférences de presse, vous aviez en face de vous les 2 mondes dont je vous parle. Un président Macron dans l'altérité, la relation, la recherche de solutions diplomatiques pour construire une nouvelle architecture de sécurité en Europe, donc diplomate, rationnel, posant les problèmes, séparant le problème du Donbass avec les problèmes d'architecture de sécurité en Europe, et un Poutine comme les gugus américains sur on a perdu de vue notre mission messianique, etc. C'est-à-dire dans une autre réalité, une réalité parallèle, ce qui avait déjà frappé beaucoup Angela Merkel. Angela Merkel, allemande de l'Est, docteur en physique, parlant le russe, ayant vécu dans le bloc soviétique, sa jeunesse, et qui était censée pouvoir dialoguer plus facilement avec Poutine dans les années passées. Et donc, quand il y avait des grosses difficultés avec Poutine, on l'envoyait en disant, en plus, Poutine avait été agent du KGB en Allemagne de l'Est. Vous dites, on va pouvoir parler. Et Angela Merkel a dit, mais c'est impossible de discuter avec lui, il n'est plus dans le monde réel. Il n'est plus dans le monde réel. Et la torture, je l'ai interprétée, moi, comme le fait que ce que Poutine a subi pendant 5 heures de discussion, d'échange avec Macron, Macron essayant de le ramener dans le monde réel, dans le monde de l'altérité,
Oui, dans le monde de mon gars qui fait sa tablette cunéiforme pour négocier le truc. Poutine l'a vécu réellement comme un supplice. Comme un supplice. Donc, nous en sommes là. Alors, vous avez ceux qui expliquent que, mais pas du tout, on a fait beaucoup de misère à la Russie, on a étendu l'OTAN, etc., etc. Alors, je ne partage pas du tout cette thèse. Non pas que je prenne les Américains pour des grands vertueux, la guerre du Kosovo, la guerre d'Irak que j'ai dénoncée, etc. Mais il y a une énorme différence entre les États-Unis, quels que soient leurs défauts, et la Russie, c'est que les États-Unis, c'est une démocratie malade en ce moment, et c'est une démocratie. Le régime poutinien, au début, les politologues parlaient de démocrature, démocratie-dictature, c'est aujourd'hui une dictature qui glisse vers un régime totalitaire. C'est ça la réalité. Il n'y aura pas de négociation en Ukraine. Il n'y aura pas de négociation en Ukraine. Ce n'est absolument pas l'objectif de Poutine. L'objectif stratégique de Poutine, c'est une reconquête de l'ancien espace proche de l'époque soviétique, ce que les Russes appellent leur étranger proche, par la domination. Et c'est pour ça, et alors ceci, ce n'est pas quelque chose que ceux qui, comme moi, travaillent sur ce dossier découvrent aujourd'hui. Ce qui est intéressant avec des personnages comme Poutine, c'est que tout ça est écrit par lui et ses proches depuis très longtemps. Vous avez des discours de fond, des analyses de fond, tout à fait structurées, autour d'une espèce de construction d'une nouvelle vision du monde, à la fois nationaliste, pan-russe, orthodoxe, mais orthodoxe au sens d'une poutinisation, comme le disait Lacroix, poutinisation de l'orthodoxie. Ce n'est pas du tout une aspiration spirituelle. Le symbole de ce que Poutine aime dans l'orthodoxie, c'est le fait qu'en Syrie, où Poutine est allié de Bachar el-Assad, qui a envoyé des armes chimiques sur sa population, qui a massacré les civils, et Poutine a fait la même chose, les avions de combat russes en Syrie, au décollage, sont tous bénis par des popes, juste avant qu'ils aillent ravager une maternité, une école, un hôpital. C'est ça, la religion qui est intéressante pour Poutine. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, elle rentre dans le discours, le narratif identitaire de la tribu. Ce n'est pas du tout une aspiration à la spiritualité, c'est un marqueur identitaire. D'où le déchirement, évidemment, avec l'Église orthodoxe ukrainienne. Donc tout ça est très cohérent. Et le problème, c'est que ça va donner beaucoup d'idées à d'autres. Un des responsables des services de renseignement français me disait au début de la guerre, il m'a dit, tu vas voir à partir du printemps et de l'été, toutes les questions séparatistes, tous les pays où vous avez des problèmes de frontières, des trucs qui étaient revendiqués, ça va repartir en sucette. Parce que Poutine, alors à l'époque, il me disait Poutine va donner envie. Ce qui donnera peut-être un peu moins envie, c'est que finalement, ce n'est pas aussi facile que ce qu'il pensait, mais ça libère un cran supplémentaire de violence, de désinhibition, du fait de se dire, comme le disait von Moltke, la guerre est un moyen légitime, est un moyen normal. Un Poutine, alors Erdogan, c'est plus compliqué parce qu'il a un système politique plus contraignant. Vous remarquerez que ces personnages politiques sont au pouvoir depuis très longtemps. Poutine, 22 ans, programmé jusqu'en 34. Xi Jinping a fait sauter les verrous limitant les mandats à 2 fois 5 ans. Donc il est président à vie. Et Poutine a fait ce jeu, passe-moi le sel, je passe le poivre, entre la présidence et la primature, avec Medvedev, etc. Erdogan est au pouvoir aussi depuis 20 ans, ça dépend des postes. Alors c'est plus compliqué parce qu'il y a un système qui est plus résistant et il y a des forces démocratiques un petit peu plus actives. Mais vous comprenez bien que le personnage messianique autoproclamé, l'idée de passer la main, ça n'existe pas. C'est pas concevable. Quand vous êtes désigné par Dieu pour restaurer votre pays dans sa puissance originelle, vous n'allez pas passer le pouvoir à quelqu'un d'autre. Ça n'est pas concevable. Donc, rapidement, la situation en Ukraine, et puis qu'est-ce qu'on a derrière et qu'est-ce qu'on peut faire.
les régimes dictatoriaux totalitaires ont plusieurs atouts. D'abord, le fait de ne pas respecter le droit, de s'affranchir des règles de droit, donc ça donne une certaine efficacité, notamment militaire. Hein, quand vous tapez une école parce que ça va affaiblir Alep, etc., évidemment, ça vous donne beaucoup d'efficacité militaire parce que vous n'avez pas beaucoup de règles d'engagement. Et puis surtout, vous n'avez pas une presse derrière des médias qui vont poser des questions, puisque la presse est complètement aux mains du système poutinien, soit directement, soit indirectement. Donc, vous n'avez pas ce type de problème. Mais les systèmes autoritaires ont un inconvénient, c'est que le réel remonte de façon filtrée. Justement parce que comme ce sont des régimes qui sont en permanence en réécriture, le mensonge est intrinsèque. Un exemple, quand vous êtes à Sciences Po, il y a un exercice qui est assez classique en droit constitutionnel. On vous remet une constitution, donc avec les articles qui régissent le fonctionnement des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Vous avez toute une série d'articles. Et puis, s'il y a un système fédéral, le rapport avec les autres États, etc. C'est très classique. Alors, cette constitution est donnée à l'étudiant en étant démarquée. C'est-à-dire que le prof a enlevé tout ce qui permettrait de situer cette constitution et dans le temps et dans la géographie. Donc, elle est comme ça, elle arrive comme ça. Et d'ailleurs, quand on a travaillé là-dessus, moi, ça m'avait frappé à l'époque, vous ne savez pas du tout si c'est une vraie constitution, une fausse, etc. L'exercice est très simple, c'est étude, analyse de cette constitution en termes de vivacité démocratique, en termes de dynamisme démocratique. Et tous les étudiants arrivent à la même conclusion, c'est un modèle. C'est un modèle. C'est-à-dire vraiment, si vous voulez, c'est un modèle de pouvoir, de contre-pouvoir, d'équilibre, absolument extraordinaire. Et évidemment, le prof sort la vraie constitution, qui est la constitution de l'Union soviétique de 1936. Donc, après ce que les Ukrainiens appellent le génocide, leur génocide par la famine organisé par les bolcheviks entre 1933 et 1936, après les purges, la déportation, les exécutions massives, etc., etc. Et donc, c'est cet État qui a un modèle de constitution et dont la pratique est l'horreur de l'abomination. Le système soviétique, c'est ça. Et Poutine est l'héritier de ça. Donc aujourd'hui, quand il dit « les Ukrainiens préparent des armes chimiques », vous pouvez être certain qu'il y aura des opérations chimiques dans les semaines qui viennent. Quand il parle de génocide, en disant qu'il y a un génocide de Donbass, alors là pour le coup, je ne dis pas qu'il prépare lui un génocide, il ne faut pas confondre les massacres de masse ou les exactions, etc. Il ne faut pas confondre ça avec un génocide. Le génocide, c'est vouloir faire disparaître de la surface de la Terre une population au motif qu'ils appartiennent à cette population. Voilà. Il y avait 9 millions de juifs en 40, 39. Hitler voulait faire disparaître 9 millions de personnes. Il n'a pas totalement réussi. Ça, c'est un génocide. Là, il n'y a pas de... Tout le monde s'envoie génocide, mais ce n'est pas ça que ça. Mais Poutine, en général, quand il se prépare à faire quelque chose, il va... Ça, c'est des méthodes du KGB qui sont très classiques. Il va accuser les autres de préparer ça. Ce qui fait que c'est assez facile de lire la chose. Alors, je vous disais que la réalité remonte de façon filtrée. Et donc, Poutine a cru, a voulu croire, ses services ont voulu lui faire croire qu'il y avait effectivement quelques nazis qui tenaient le pouvoir en Ukraine, notamment Zelensky. Le problème, c'est que Zelensky est juif et que sa famille, une partie de sa famille est morte en camp d'extermination. Le premier ministre de Zelensky est juif. Compliqué pour des nazis. Il y a des nazis en Ukraine, en bataillon Azov notamment. Mais l'extrême droite, aux élections de 2019 en Ukraine, l'extrême droite fait moins de 2%. J'aimerais que mon pays ait moins de 2% d'extrême droite dans les élections. Bon. Mais Poutine a cru, et c'est pour ça que tout son corps de bataille, son organisation militaire a été taillée pour ça, a cru qu'en rentrant en Ukraine, Zelensky fuirait, l'armée ukrainienne s'effondrerait et la population se soumettrait. Et qui pourrait donc constituer des républiques populaires en Ukraine pro-russes. Là, il est tombé sur un os
très très sérieux, puisqu'en fait, les Ukrainiens sont en train de fonder leur nation à travers leur grande guerre patriotique. Vous savez que le terme de grande guerre patriotique, c'est quelque chose de très très fort chez les Russes, puisque c'est la guerre contre les nazis qui ont été leurs alliés entre 1939 et 1941, parce que vous avez une alliance entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique qui pratique notamment l'exécution des officiers polonais à Katyn et ailleurs, des crimes de masse, etc. Je passe sur ces événements-là qui sont gommés dans l'histoire officielle aujourd'hui de la Russie, parce que c'est quand même un petit peu gênant, y compris l'invasion de la Pologne par la Russie, l'invasion des Pays-Baltes, la tentative d'invasion de la Finlande, etc. Tout ça est reconstruit et réécrit. Donc, réalité filtrée, donc retour au réel, et le réel, c'est l'obligation pour Poutine de totalement abandonner Kiev, de récupérer ses troupes, de reconstruire son outil militaire, et là, la vague russe se retirant, là, vous avez les cadavres du tyran que vous voyez dans tous les villages où ils sont passés, puisque en Ukraine, il n'y a que soit des pro-russes, soit des nazis dans la construction mentale. Donc, si les Ukrainiens tirent, se défendent ou ne sont pas d'accord, ce sont des nazis. Donc, à partir du moment où ce sont des nazis, on n'est plus dans l'altérité, donc on peut les tuer. C'est dans cette logique. Donc, la structure militaire est en train de rebasculer du côté du Donbass. Pourquoi le Donbass? Parce qu'une partie du Donbass est occupée militairement par les Russes et par les séparatistes depuis 8 ans. Vous avez une guerre larvée dans le Donbass. Et par ailleurs, il y a la Crimée qui a été envahie, annexée après un référendum de type soviétique, au motif que la Crimée a toujours été russe. Alors, surtout, on gagnera du temps, ne sortez pas ça, puisque au XVIIIe siècle, la Crimée est ottomane, est occupée par les Tatars de Crimée, et il n'y a pas un Slave en Crimée. Et donc la Grande Catherine fait la guerre à l'Empire ottoman pour faire la conquête de la Crimée, parce qu'elle veut l'accès aux mers chaudes, mer Noire, mer Méditerranée, parce que c'est stratégique, etc. Donc ne croyez pas ces trucs-là, de la même façon que vous entendez peut-être parler parfois de Kaliningrad. C'est un morceau de terre russe qui se trouve coincé entre la Lituanie et la Pologne, une ouverture sur la Baltique. C'est une position très embêtante pour nous parce que Poutine, depuis des années, il a concentré des armements potentiellement nucléaires en grand nombre qui menacent à peu près toutes les capitales européennes, notamment avec des missiles Kinjal et Iskander. Kaliningrad, son vrai nom, c'est Königsberg. Quand vous allez à Kaliningrad, ils n'ont pas pu effacer toutes les écritures gothiques sur les monuments. C'est une très vieille terre prussienne. C'est-à-dire Angela Merkel aurait pu revendiquer et occuper Kaliningrad au motif que c'était une terre ayant appartenu à l'Allemagne depuis longtemps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en Europe, si on commence à vouloir récupérer des bouts de terrain qui ont été à vous à un certain moment de l'histoire, alors là, pour le coup, on aura une troisième guerre mondiale, puisqu'on a passé les siècles passés à se faire la guerre, et qu'au XVIIe ou au XVIIIe, dans une vie d'homme, qui était courte à l'époque, 40 ans, cet homme-là et sa famille pouvaient avoir 4 nationalités successives. Il naissait russe, il devenait lituanien, après suédois, enfin polonais. Parce que c'était envahi, occupé, troqué. Donc vous imaginez si tous les pays européens commencent à dire « Mais attendez, moi, au XVIIe siècle, ce bout de terre, c'était à moi », on n'en a pas fini. Donc là, Poutine est en train de reconfigurer son affaire. Et ce qu'on a vu jusqu'à présent, demain c'est le 50e jour de guerre, si je ne me trompe pas, ce que vous avez vu jusqu'à présent, ça n'est rien par rapport à ce que vous allez voir. Ça n'est rien par rapport à ce que vous allez voir, parce qu'il ne peut pas avoir un deuxième échec, y compris par rapport à l'influence de la Russie dans le monde, la Russie qui est un très grand exportateur d'armement. La France aussi est un exportateur d'armement important dans le monde. Mais donc là, il y a un problème d'orgueil, il y a un problème de positionnement, il y a un problème de gains territoriaux stratégiques. Donc on rentre dans une deuxième phase, et cette deuxième phase, et malheureusement je dis deuxième et pas seconde, parce que je crains qu'il y en ait une troisième, et ce que je vois, moi, ce sont des mois de guerre, et c'est une Ukraine qui va rentrer dans une spirale de violence qui pourrait être occupée en partie. Poutine rattachera certainement les 2 oblasts de Lugansk et de Donetsk à la Russie.
Évidemment, Kiev n'acceptera pas, donc vous aurez des mouvements de résistance, de guérilla. Donc on aura un foyer chaud, brûlant dans la zone, et avec des pays autour qui tremblent. La Géorgie, qui est déjà en partie occupée par les Russes, la Moldavie, qui est déjà en partie occupée par les Russes. Alors la Biélorussie, elle a déjà été annexée de fait politiquement par Poutine, mais vous avez toute l'opinion publique qui est contre le président biélorusse qui a trafiqué les dernières élections, donc vous pouvez avoir aussi des tensions. Donc ce qui veut dire que voilà, on bascule dans un autre monde et attention, on aimerait que les choses se règlent rapidement. Je vois parfois sur les plateaux de télévision les mêmes qui expliquaient que Poutine n'irait pas à la guerre, dire oui, non, mais il y aura un accord. Non, il n'y aura pas d'accord. Il n'y aura pas d'accord. Poutine est dans une posture historique hégémonique. On ne discute pas quand on est dans cette position. Alors, ces armées peuvent être battues, il peut se faire assassiner, il peut être renversé. Là, je n'en sais rien du tout. Hein. Quand je dis il peut, c'est contrairement à ce que vous lisez à droite et à gauche, des gens qui disent dans 6 mois il n'est plus là. Là, je n'en sais rien. Situation catastrophique. Le monde, les répercussions dans le monde, c'est pour ça que je parle de guerre mondialisée. Ce n'est pas encore une guerre mondiale. Là, j'espère que ça ne va pas le devenir. Ça deviendrait mondial si Poutine se confronte à l'OTAN. Alors là, on serait très très mal barré, parce qu'il y a des armes nucléaires. Il y a 4 pays qui ont des armes nucléaires. Bon, je n'évoque pas ça. Mais en tout cas, on a une guerre mondialisée dans le sens où les répercussions de tout ce qui se passe sur le prix de l'énergie, sur les marchés des céréales, sur les risques de famine dans un certain nombre de pays, l'onde de choc derrière le Covid. C'est-à-dire, on a déjà pris pas mal le monde entier. Donc tout ça va profondément déstabiliser. Et encore une fois, cet exemple de la violence, ce goût du sang qui revient, va donner des idées à certains. Et donc, ce que j'ai appelé l'envie d'en découdre risque de se développer encore plus par rapport à l'envie de coudre de la relation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans tout ça? D'abord, aider comme on peut le faire les Ukrainiens, envoyer de l'argent, éventuellement accueillir. On n'est pas en première ligne pour les accueillir. Pensez nos camarades polonais à 1,5 million ou à 2 millions maintenant, etc. Vous imaginez ce que ça représente. Donc derrière ça, tout ça, c'est pas facile. Il y a des problèmes derrière énormes. Comment on fait pour les intégrer? Les gens qui accueillent, on commence à avoir des petits sujets en France, dans des familles qui ont accueilli 2, 3, etc., d'accueil et qui n'en peuvent plus. C'est jamais simple. On a vécu ça aussi avec les Syriens à un certain moment. C'est pas parce qu'on est gentil, etc., que tout ça se passe bien, sans porter de jugement sur quiconque. Les gens sont déracinés. Il y a des problèmes de viol, parce qu'il y a beaucoup de femmes seules. Donc, je ne dis pas que c'est massif, mais dans ces périodes-là, vous avez toujours des prédateurs. Voilà. Donc, tout ça crée des ondes de déstabilisation, etc. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. C'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Aider comme on peut. Prier aussi pour la paix. Je pense qu'il faut travailler notre citoyenneté. Je suis horrifié par une campagne. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont des problèmes de pouvoir d'achat ou des problèmes de fin de mois. Moi, je n'ai pas de problème de pouvoir d'achat. Et je comprends très bien que pour des tas de gens qui sont fragilisés, souvent beaucoup de femmes seules, etc., on l'a vu à travers les gilets jaunes, etc., bon, c'est toujours difficile à dire, mais heureusement que ces personnes sont en France. Je ne dirais pas devant des personnes en souffrance. Je veux dire, heureusement qu'elles sont en France, qui est le champion européen et mondial, toute catégorie, de redistribution, d'aide, etc. C'est jamais suffisant quand on a 8 millions, 9 millions, peut-être 10 millions de personnes en pauvreté. Donc, c'est pas, vous voyez, c'est pas pour dire, bon, etc., mais on a un État qui vraiment... et on a des mobilisations associatives, privées, considérable. Il y a énormément d'énergie, de personnes engagées sur toute la gamme de l'aide, etc. Alors,
Bon. Mais quand je vois que cette campagne, dans la période dans laquelle on se trouve, elle est uniquement sur le pouvoir d'achat, c'est-à-dire on réduit les personnes à leur portefeuille, je ne dis pas que ce n'est pas une question importante, mais on réduit l'individu à sa dimension monétaire. Moi, ça fait très longtemps que je travaille ces questions, ça m'arrive, surtout depuis que je fais de la télé, ça m'arrive assez souvent, ça m'est arrivé plusieurs fois, d'être abordé dans la rue par des personnes sans domicile fixe, ce qu'on appelle vulgairement un clochard, qui vient me voir parce qu'il m'a reconnu. Et il m'expliquait que sur son portable, il regardait C'est dans l'air, machin, etc. Et il me dit, mais moi, ça m'intéresse beaucoup. Et on discutait de l'actualité internationale. Et ce qu'il disait n'était pas con. Enfin, ce que les personnes... C'est pas parce qu'elles étaient pauvres, sans revenus, sans domicile, sans boulot. Ce que je veux dire par là, je l'ai dit sur un plateau de télé, c'est-à-dire ces personnes-là, on s'adresse à elles comme si elles n'avaient pas le droit, en tant que citoyens, qu'elles étaient privées de leur citoyenneté parce qu'ils étaient pauvres. Mais non, on peut aussi s'adresser à eux. Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas préoccupés aussi par ce qui se passe en Ukraine, ailleurs, etc. Et le débat, c'est le portefeuille, les 65 ans. Là aussi, je ne dis pas que ce n'est pas des sujets importants, etc. Mais ça me désole de voir qu'on ne s'adresse pas aux acteurs, aux personnes comme acteurs possibles, là où la personne est. Donc, il faut retrouver cela. Comment? Je ne sais pas. Ce que vous faites, vous êtes là ce soir pour essayer de comprendre. Voilà, je ne prétends pas du tout avoir la vérité absolue sur ces sujets, mais vous êtes préoccupés, vous venez chercher des éléments d'information, vous en avez certainement d'autres par ailleurs, et c'est à travers ça que vous trouverez vous-même vos voies d'engagement, de prise de responsabilité, etc., peut-être au sein de la société française, qui est quand même, pour moi, assez malade. Dans les 4 premiers candidats de l'élection présidentielle, vous en avez 3 qui représentent plus de 50% des suffrages exprimés et qui ont été tous les 3 poutiniens. C'est-à-dire qu'on a toujours trouvé que le système de Poutine, où vous avez quelqu'un comme Anna Politevskaya, qui avait dénoncé les crimes de Tchétchénie, qui se fait exécuter, pourquoi pas. Navalny, le gru, met du Novichok dans son slip pour le tuer, pourquoi pas, etc., etc. Vous avez la presse qui est totalement muselée, et vous avez en France 3 des 4 premiers qui représentent 50%, etc. Ben, ma foi, pourquoi pas? Mais moi, je trouve ça hallucinant. Alors, non pas que les enjeux se réduisent à ça, je comprends bien les autres enjeux, etc. Mais je pense que si on veut se battre, il faut se battre si on veut s'engager dans cette dimension d'acteurs et de citoyens. Voilà. Les bras de levier, alors, ils sont étatiques à mon sens. Moi, je suis favorable à ce que les Européens envoient de l'armement plus lourd aux Ukrainiens, ce qui est fait, ce qui a été fait, ce qui commence à se faire de plus en plus. Il faut vraiment les aider. On ne peut pas simplement dire, bah, écoutez les gars, pas de bol, vous n'êtes pas dans l'OTAN, notamment parce que nous, Français et Allemands, on n'a pas voulu, pour ne pas faire de peine à Poutine. Bon. Ce qui, à l'époque, pouvait se justifier, mais enfin, bon, en gros, on leur dit aujourd'hui, les enfants, bon, démerdez-vous, on vous donne un peu d'armement défensif au début pour que vous mouriez le plus tard possible. Non, aujourd'hui, la partie, c'est leur fournir de l'armement pour qu'ils puissent vivre le plus longtemps possible. Et moi, ma conviction profonde, c'est qu'ils sont à l'avant-garde. Ils sont à l'avant-garde de nos valeurs et ils sont à notre avant-garde. Voilà. Et si on ne renforce pas ce front-là, on s'en mordra les doigts, comme on s'est mordu les doigts dans les années 30, à tout lâcher à Hitler, parce qu'il ne fallait pas lui faire de la peine, parce qu'on avait fait des misères aux Allemands au traité de Versailles, ce qui n'est pas faux, etc. On a lâché les uns derrière les autres trucs, jusqu'à la Pologne. Voilà. On s'est tapé 50 millions de morts, toute l'Europe. Donc, je vous avais prévenu au début de ma conférence, en disant que je vais vous plomber la soirée, mais voilà, nous sommes dans cet espace-là, l'histoire est de retour, mais elle est de retour sous un angle tragique, elle renoue avec des choses qu'on pensait, mais j'ai plus mes parents, mais mes beaux-parents qui ont vécu la guerre, etc., ils ne pensaient plus revoir ça en Europe. Ce qu'on voit là,
Les Russes l'ont fait en Tchétchénie. Le Caucase, on s'en fout. Ils l'ont fait en Syrie. Mésopotamie, on s'en branle. Et là, c'est en Europe. Donc, ce n'est pas un accident d'histoire. Ce n'est pas des tracasseries qu'on a fait à M. Poutine. C'est un mouvement de fond. Nous sommes là-dedans. Et il va falloir faire face avec nos valeurs, avec la citoyenneté, avec l'Union européenne, avec l'alliance avec les Américains au sein de l'OTAN, qui n'enchantent pas plus que ça, mais c'est une démocratie, il faut le faire, ils ont des moyens que nous n'avons pas. Moi, j'aurais préféré que l'Union européenne développe beaucoup plus sa conception de la puissance et de l'Europe de la défense. Là, il faut faire avec les moyens. Mais voilà, ce paysage, la violence, le mal est de retour. Évidemment, en tant que chrétien, c'est une grande question. Je terminerai par là. On est on va vers Pâques. Quand on pense à la passion du Christ, quand on pense à toute cette foule qui crie à mort, c'est quand même un truc. Moi, je ne m'y fais pas à chaque fois. Toute cette foule, alors peut-être manipulée par les grands prêtres, etc., ils disent à mort. Le Christ, quand vous voyez tout ce qu'il a fait, à mort. Ce gars-là, à mort. Barabbas, ouais, on veut bien te sauver une balle. Et oui, c'est là où vous voyez le mal au travail. Nous sommes là-dedans, nous sommes dans cette puissance de mort, etc. Et il faut être solide dans notre foi, pour ceux qui sont chrétiens, je ne sais pas si tout le monde est chrétien, etc. Il faut travailler là-dessus, pas perdre espoir. Dieu n'abandonnera pas son humanité, mais il va y avoir un peu de taf à faire. Et notamment les jeunes générations, c'est ce monde qui est devant eux, plus les défis climatiques, parce que c'est, etc., qui sont alors, eux aussi lourds. Et je ne voudrais pas terminer par plomber la soirée, mais je peux dire une chose, parce que j'ai beaucoup voyagé, je rencontre beaucoup de personnes qui sont en relation avec l'international. Une bonne partie du monde se fout totalement des problèmes climatiques. Mais avec un cynisme, ils le disent très clairement. Tu vas dans le monde arabe, tu vas en Inde, tu vas en Chine, c'est des trucs de tapette occidentale. Ouais, il faut se rendre compte de ça. Donc là aussi, c'est un front vachement important sur lequel il va y avoir du temps. Voilà, je suis désolé de tout ce que je vous ai raconté, et puis voilà.